Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus nombreux ce soir pour cet événement de clôture de la Nuit du Droit, événement qui est le procès d'Antigone organisé par les équipes de Révolte-toi Descartes et de Polymnia. Nous sommes ici ce soir pour fêter le droit. Parce que le droit, oui, se fête. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à venir jusqu'ici de l'autre côté du périph'. Après tout, on a le droit au métro, gage et symbole de civilisation dans nos banlieues. Mais, enfin, presque, parce que entre mairie communiste et métropolitain, peut-on réellement parler de civilisation? Vous avez 3 heures. Merci, madame et messieurs les professeurs, de m'avoir laissé dire ça. J'en rêvais et je commence à comprendre pourquoi vous avez choisi d'embrasser la profession d'enseignant. Vous êtes donc ici pour le procès d'Antigone. Enfin, à vrai dire, on vous a menti. Le procès de ce soir, c'est le procès de Créon. Ce n'est pas un procès politique, c'est un procès d'ordre philosophique, de la philosophie du droit. Lequel, du droit naturel ou du droit positif, doit prévaloir? À l'époque d'Antigone, ces deux notions n'étaient pas développées. On parlait alors de la loi divine et de la loi des hommes. Vous serez le coryphée, le sage parmi les sages. Vous voterez à la fin pour la destitution ou pour laisser Créon au pouvoir. Mais ce procès se déroulera en 2 temps. D'abord, le temps antique. Nous serons à l'époque d'Antigone et alors témoins et avocats se succéderont, puis l'époque moderne, l'époque de 2018, car Sophocle, s'il avait voulu créer une réflexion dans la cité athénienne, cette réflexion perdure aujourd'hui. Lequel du droit positif ou du droit naturel doit s'exprimer? Question d'autant plus pertinente à notre époque de crise, malheureusement, de crise humanitaire qui s'enchaîne. Doit-on accueillir l'Aquarius? Doit-on condamner Cédric Héroux ou doit-on placer le curseur entre la loi froide qui protège les intérêts de la société et la chaleur humaine qui permet d'ouvrir la loi à la loi du cœur? Le jury de ce soir délibérera de cette seconde question par le second couple d'avocats qui viendra plaider en 2018. Ce jury répondra à la question de savoir lequel, du droit naturel ou du droit positif, doit prévaloir. À présent, je vais vous le présenter, notre estimé jury. Et comme ce soir est à l'honneur l'histoire, nous accueillons 2 professeurs d'histoire du droit. On dit généralement que les étudiants en droit sont peu cultivés. Prenez leurs options. C'est de la culture en bloc. Vous verrez, après, si vous êtes en master, parfois il faut faire un choix entre l'histoire du droit public, l'histoire du droit privé. C'est compliqué. Choisissez le droit public. Dis-je en tant que privatiste. Mais je vous prie d'accueillir et d'acclamer surtout, messieurs, les professeurs Jean-Baptiste Buzal et Guillaume Richard. Ensuite, celle sans qui rien de tout cela n'aurait lieu, l'étape nécessaire de notre faculté, le Mont Ventoux de l'Université Paris-Descartes, c'est bien entendu par son esprit de dynamisme qu'elle arrive à inculquer dans cette fac de la culture depuis maintenant 4 ans. Sa clémence est bien reconnue des étudiants et les intéressés se reconnaîtront qui n'ont de cesse de ne pas la lui faire regretter. Je vous prie d'acclamer celle qui est directrice du Master Droit de la Santé, bien entendu doyen de notre faculté, mais encore co-directrice de l'Institut Droit et Santé, Madame Anne Laude.
Enfin, pour présider notre jury ce soir, terreur des étudiants, ou pas de tous, adulé par certains d'entre les autres, il est directeur de la clinique juridique et il a joué un grand rôle dans l'événement de ce soir avec Madame Anglade que nous saluons également et remercions beaucoup. Professeur aux nombreux ouvrages, tellement nombreux que je n'en citerai pas un seul. Monsieur le professeur Nicolas Matet. Mais j'entends derrière le brouhaha assourdissant que vous faites les bruits des pas d'un garde qui est en train d'escorter Antigone dans sa caverne d'où elle prononcera ses dernières prières. Le procès peut commencer. Je n'ai commis aucun crime envers les dieux, ni envers les hommes, si ce n'est d'avoir obéi au premier, en dépit de ce que m'ont ordonné les seconds. Je me présente pourtant devant vous aujourd'hui, Dieu de l'Olympe, privé de vieillesse, privé de justice, privé d'avenir. De meurtre, de vol ou de mensonge, je ne suis point coupable. Et pourtant, on m'a condamné. Mon sort est scellé, mais je vous en conjure, écoutez-moi. Car je vous confie mes dernières paroles, les paroles d'Antigone, descendante des rois. Mon histoire est étroitement liée à la malédiction lancée sur notre famille par Pélops. Depuis trop longtemps, les malheurs s'abattent sur nous, les laps d'acide. Mais Oedipe fut le plus touché. Après avoir tué son propre père, sans même savoir qui il était, il épousa sa mère. Du fruit de leur amour naquirent 4 enfants, Éthéocle, Polynice, Ismène et moi. Je ne le savais pas encore à l'époque, mais celui que je croyais être uniquement mon père était également mon frère. Et lorsque mes parents apprirent la vérité sur leur union, ils devinrent fous de douleur. Ma mère, ne pouvant vivre sous le joug glaçant de sa culpabilité, mit fin à sa vie et se pendit. Tandis que mon père se creva les yeux et se condamna à un exil que seule la mort parviendrait à achever. Je décidai alors de l'accompagner, afin de lui servir de guide, et quitter Thèbes, ainsi que ma famille. Lorsque mon père s'est éteint, j'ai décidé de rentrer chez moi. Mais je n'ai pas reconnu Thèbes. J'ai été frappée par l'horreur de la guerre, le bruit des épées qui s'entrechoquent, les cris des hommes, les pleurs des mères, l'odeur du sang. Lorsque Thèbes s'est retrouvée sans roi, mes 2 frères se sont accordés pour régner tour à tour. Mais de mauvais conseillers soufflèrent à l'oreille d'Éthéocle une idée bien malheureuse, celle de garder la couronne, brisant ainsi le serment sacré qu'il y a mes 2 frères. Polynice n'a donc pas récupéré le trône comme convenu. Privé de ses droits, il a levé une armée réunissant 7 princes. Mais il n'a jamais eu l'intention de prendre Thèbes comme on le fait avec une cité ennemie, seulement de récupérer le trône qui était le sien. Son intention n'a jamais été de trahir, son intention n'a jamais été de sacrifier la vie de tous ces hommes. Alors un matin, les armées finirent par se taire sous les ordres de leurs généraux. Les 2 camps avaient décidé que le sort de Thèbes dépendrait de l'issue de 7 combats singuliers, un pour chaque porte. Le dernier combat opposa Éthéocle et Polynice. Jadis frères, ils étaient devenus ennemis. Ils se sont rejoints dans la mort, plantant chacun leur épée au plus profond du cœur de l'autre. C'est ainsi que la malédiction nous frappa une fois de plus, en brisant les liens sacrés qui unissent les êtres d'une même fratrie, en profitant de la fierté de mes frères. C'est une malédiction bien lâche qui nous est attachée, car elle a su tirer parti de la soif de reconnaissance de jeunes hommes qui n'avaient plus aucune figure paternelle digne de les accompagner dans leurs premiers pas de roi.
Mais là n'est que le début de la tragédie. On a opposé mes frères jusque dans la mort. L'histoire ne retiendra qu'Étéocle, le sauveur de Thèbes, le héros, tandis que Polynice, le traître, sera condamné à l'oubli. Triste sort pour mes deux frères, qui connurent une mort prématurée, eux qui s'aimaient encore tendrement quelques années auparavant. Et comme une ultime humiliation, comme une punition posthume, un édit fut proclamé par Créon, interdisant à quiconque d'enterrer Polynice, le soi-disant félon, violant ainsi les lois toutes puissantes, divines, vos lois. Comment pouvais-je vous désobéir, ô Dieu? Comment pouvais-je condamner mon propre frère, mon sang, ma chair, à l'errance éternelle entre deux mondes? Imaginez ma douleur quand j'ai aperçu sa dépouille pourrir à l'extérieur des murailles, quand j'ai compris qu'il n'aurait jamais le droit à une sépulture digne, ni au repos. Par 2 fois, j'ai donc bravé les ordres du roi. Par 2 fois, j'ai franchi les murs de Thèbes afin d'offrir une chance à Polynice de gagner le royaume des morts. Et par 2 fois, j'ai pleuré près de son corps sans vie. Car ce corps, en dehors même de toute considération politique, restait celui de mon frère. Ce même frère qui, partant au combat, m'avait fait promettre de prendre soin de son corps s'il n'en revenait pas. Ce frère que rien ne pourrait remplacer. L'on peut aisément remplacer un époux ou un fils, mais sans nos parents, je savais que ma fratrie était condamnée à s'éteindre. J'ai perdu mes 2 frères ce jour-là. Je voulais que les 2 aient le droit à un salut juste, égal. Comprenez bien que je n'aurais jamais fait de différence entre eux. Si la situation avait été inverse, j'aurais pris soin d'Étéocle de la même façon. Car ce sont vos lois, dieux de l'Olympe, qui me l'ont ordonné. Alors oui, j'ai défié la loi des hommes, mais je ne le regrette en aucune façon, car cette loi n'était rien face à l'amour que je porte à ma famille, et rien face à vos désirs. Je savais parfaitement à quoi je m'exposais, la mort, mais je l'ai acceptée. L'idée de mourir pour ce que je croyais être juste s'est imposée à moi de manière évidente. Qu'importe la condamnation, car je partirai fière de ce que j'ai accompli, et sans aucun remords. Malgré cette aura funèbre qui devrait fatalement s'abattre sur moi une fois mon geste accompli, je n'ai ressenti aucune crainte, aucune peur. Mes croyances, mes convictions m'ont donné force et courage. Surtout, je savais qu'à cet instant, Dieu de l'Olympe, je remettais mon destin entre vos mains, et j'avais confiance en votre jugement. Maintenant que je suis dans cette caverne, enfermée, seule, je n'ai pas changé d'avis. Ma fin est proche, mais je l'accueillerai comme une vieille amie. Et au fond de mon âme, je sens que mon sacrifice n'aura pas été vain. Car toute ma vie, j'ai suivi vos commandements. Et je sais que vous saurez vous monter digne de votre charge. Je vous en conjure, Dieu de l'Olympe, prenez pitié de l'âme de Polynice, ainsi je pourrai partir sereine. Et par pitié, que la colère que vous nourrissez envers celui qui vous a défié ne condamne pas également Aimon, mon promis. S'il est le fils de mon bourreau, il n'en est pas pour autant le complice. Son amour pour moi lui a fait prendre des risques insensés, comme s'opposer à son père et à son roi. Je ne saurais quitter ce monde sans être certaine que vous serez clément envers lui. Je l'ai aimé, et je regrette profondément de ne pas avoir honoré mes promesses, de ne pas lui avoir offert un héritier. Ce fils, après tout, aurait été salvateur pour notre famille, car nous l'aurions élevé dans l'amour des siens. Mais il est trop tard. Je ne pourrai jamais goûter au bonheur d'être mère. Alors faites au moins en sorte qu'Aimon, lui, puisse mener une vie heureuse. Quant à vous, citoyens de Thèbes, je prie de toute mon âme pour que vous m'entendiez. Aujourd'hui, je vous fais mes adieux. Créon m'a privé de tout, jusqu'à ma liberté. Il ne me reste rien, rien sauf un cœur qui bat, et j'en resterai seul maître. Ce cœur, je l'offre sur l'instant à Hadès. Je refuse d'attendre la mort, je me donne à elle. Que ma toge, nouée autour de mon cou comme elle le fut autour de celui de ma mère, me permette d'accéder enfin au repos. Que mon geste et mon sacrifice mettent fin à la malédiction qui pèse sur les lames d'Acide, afin de libérer Ismène, ma sœur, de ce terrible poison. Je rentre à présent, et pour l'éternité,
dans un royaume où les vivants ne peuvent pénétrer. Un royaume où les âmes perdues rejoignent les dieux. Et si vous n'agissez pas, Thèbes sera condamnée, non par ma main ou par ma volonté, mais comme ils l'ont ordonné. Car désormais, Créon, le regard vengeur du destin s'est arrêté sur toi. Antigone n'est plus, pour elle sonne le glas. Dans sa barque, Charon l'a prise, Pour aller au grand chemin, celui dont elle fut la promise. libérée du même destin. Antigone passée, à Créon le débat. Lui qui a tout perdu, fils, femme, Et confiance, il rencontre ici-bas Thémis, qui a son institution. justice et force exécutrice. De votre avis et complice, Mais avant de l'entendre, avant que nous éléments, une énigme nous est posée. hier dans la cité, un homme s'est apparu, se farbant de titre divin. Serait-ce Zeus, tombé de l'Olympe? Ou un fou tombé sur la tête, Pour les gardes, alors présents, une seule direction. le centre carcéral, Mais devant son insistance, devant sa véhémence sa force de conviction, et de persuasion, le doute est né. à l'instant, devant vous, il va s'exprimer. Homme, Dieu, Ou animal, va, court et nous parle. Peuple de Thèbes, je suis mécontent. Je suis descendu sur terre pour vous tester. Et vous m'avez envoyé dans vos prisons. Bande d'amphores. Je vous ai dit que moi, Zeus, je suis descendu ici pour vivre la vie d'un mortel quelque temps, en me privant de mes pouvoirs. Vous m'avez pris pour un fou. Vous m'avez jeté en prison. Et vous, vieux sages de Thèbes, je condamne toutes vos âmes à errer sur les bords du Styx. Mais dans ma bonté divine, je vous accorde une seconde chance. Une seconde chance ce soir. Je ne vous maudis pas si vous me libérez de ces misérables chaînes. Et surtout, si vous destituez votre roi, Créon, le seul vrai fou ici. Si je prends la parole, en effet, c'est pour vous affirmer qu'Antigone a raison. Et vous savez comme je ne donne pas souvent raison aux femmes. Alors écoute-moi bien, Créon, fils de Ménécée. Par ta faute, ta nièce s'est pendue dans sa grotte. Comment as-tu pu nier la volonté des dieux et interdire une sépulture à Polynice ? Si ton décret royal est un sacrilège, le fait que tu ne changes pas d'avis en apprenant que c'est Antigone la coupable m'emplit de rage. Et celle-ci ne restera pas impunie. Si l'anarchie est le pire des fléaux dans une cité, la folie du pouvoir détenue par un seul est la promesse d'une sanction divine. Toi qui penses détenir la vérité, une seule vérité, je te propose une leçon. Observe celui qui ne connaît qu'une seule vérité, et tu verras comme son âme est sombre. Un vrai sage sait qu'il n'y a pas de honte à continuer à apprendre. Seul moi, Zeus, peut prétendre connaître la vérité. Toi, Créon, tu te résignes à ouvrir les yeux sur la vérité, et tu as retourné ta veste trop tard. Et ce n'est pas la peine de m'implorer. Jamais tu n'auras le pardon des dieux. Tu m'as défié, Créon, et ta femme s'est tuée, et ton fils s'est tué. Tu bafoues la justice en prétendant agir comme un roi. Mais est-ce agir comme un roi que de me défier? Mais continue à glousser. Ce soir, tu seras déchu de ton royal fauteuil. Tes ongles continuent à pousser, Créon. Tu pourras griffer ton cercueil. Chère assemblée de Thèbes, tu as la justice entre tes mains. Et si tous ici, vous continuez de croire que je ne suis qu'un fou, qu'un hystérique qui se prend pour Zeus,
Je vous mets en garde. Ne vous laissez pas convaincre par Créon, l'homme impur à l'âme pourrie. Car Hadès n'aura pas plus de pitié pour son âme que pour un insecte. Toutefois, si vous écoutez votre cœur, si vous acceptez ma volonté d'accorder une tombe à Polynice, le rebelle héroïque, alors votre âme reposera en paix. Parole de Zeus. Mais je veux que ce choix aille au-delà de votre foi en moi. Je veux, membre du Coryphée, que vous compreniez pourquoi ce Mécréon doit être destitué. Créon a pris peur. Ce lâche a été maudit par Tirésias et a misérablement tenté de donner une tombe à Polynice et de sauver Antigone. Mais pour sauver sa peau, les dieux de l'Olympe sont formels, Créon. Tu aurais dû écouter la voix des dieux plus tôt. Et aujourd'hui, tu vas payer pour tes méfaits. Parce que seul l'esprit d'un fou sait qu'on ne laisse pas les morts sans sépulture. Ce n'est pas à toi de décider du sort des deux frères ennemis. C'est à toi d'obéir aux lois divines, suprêmes, qui transcendent les principes et les lois. La mort exige la même loi pour tous. Voilà le fin mot de cette histoire. Quand on parle de mort, seule la loi d'Hadès est celle qui prévaut. Seule sa loi doit être écoutée. Laissons à Créon ce qui est odieux et odieux ce qui ne l'est pas. Vieux sage de Thèbes, vous qui m'écoutez, tournez vos âmes errantes vers l'Olympe et le sort vous sera favorable. Je vous promets que vous irez tous ici, aux enfers des héros, aux Champs-Élysées. Aujourd'hui, vous destituez Créon de son trône. Demain, Hadès recevra son âme et le conduira à séjourner dans le lieu le plus sombre des enfers. Créon ira dans cette région aride où l'on trouve les étangs glacés, les lacs de poix bouillantes, où errent les âmes malhonnêtes, ce lieu entouré de marécages nauséabonds. Le Tartare. Alors maintenant, vieillard de Thèbes, prenez de la hauteur, sondez votre âme. Demandez-vous si vous voulez être fidèle auprès de Créon ou auprès de Zeus. Je vois dans vos yeux que vous me croyez. Je vois dans vos yeux presque éteints que vous percevez ma divinité. Acceptez la volonté de Zeus, fils de Cronos et de Rhea, maître de la destinée. 86 enfants et 132 femmes. C'était la question. Ou soyez maudits. Le jury a droit à une question. Chaque membre du jury a droit à une question. Je viens de faire un coup d'état là. Guillaume, as-tu une question? Merci Monsieur le Président. J'ai une question pour Monsieur Zeus, qui se présente à nous comme une sorte de divinité qui prétend punir, qui prétend condamner, alors que c'est au peuple de punir ou de condamner s'il le juge utile. Quelle est votre fonction exactement dans la cité pour dire tout cela ? Effectivement, monsieur, vous avez raison, je n'exerce aucune fonction politique ici. Mais je sais que Tirésias, le devin qui m'écoute, saura vous convaincre. Après consultation de mes voisins, il n'y aura finalement qu'une seule autre question. Alors, monsieur Zeus, on t'a arrêté dans la cité. C'est quoi ta cité ? J'habite en bas des blocs à Thèbes. Tu connais
Assemblée de Thèbes! Est-ce que l'Assemblée de Thèbes veut réagir à l'intervention de celui qui se prétend Zeus? Bien. Nous allons passer à l'audition du second témoin. C'est ainsi que Zeus a parlé, se prenant pour Zeus. Jamais nul ne le saura. Il a parlé avec verve, invectivant le roi Créon tout en satire. Mais Créon aussi a voix au chapitre. Du pitre, Créon, devant ta cité, lève-toi. Créon, devant tes citoyens, montre ce qu'est un roi. Moi aussi, j'ai connu l'ivresse de la jeunesse. Tout comme vous, vieux sage du Coryphée. J'avais des rêves, un idéal, et l'injustice me faisait vomir. Mais avec le temps, je me suis assagi. Notamment sous les règnes d'Édipe puis d'Éthéocle, où j'ai été confronté à des lois que je considérais comme injustes. Et ces lois, je les ai combattues, non pas en me sacrifiant sans comprendre, mais en argumentant. Car c'est comme cela qu'on fait changer les choses, par le débat, par la raison. Ce n'est pas en écoutant les élucubrations d'un fou qui se prend pour Dieu, mais qui n'en a que l'ego. Aujourd'hui, les deux rois sont morts. Mon expérience auprès d'eux a fait de moi le successeur idéal. Mais surtout, j'étais le successeur légitime, car j'étais le plus proche parent des défunts. J'étais l'oncle d'Éthéocle. J'étais le seul à pouvoir reprendre la tête de la cité sans créer de nouvelles tensions dans Thèbes. Et personne n'a osé contester ma légitimité, jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, ce pouvoir, j'avais renoncé il y a bien longtemps. Qui aurait pu penser qu'un vieillard comme moi survivrait aux deux jeunes vaillants rois dans la fleur de l'âge? Ma première ambition en tant que roi a été de prévenir toute nouvelle rébellion dans Thèbes. Et contrairement à ce que vous pensez, cela ne m'a pas fait plaisir de laisser Polynice en pâture aux charognards. Je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir. Mais j'ai été obligé d'édicter cette loi, pour que toute la ville voie où mène la traîtrise, même lorsque vous êtes membre de la famille royale. Et tu as approuvé mon décret, Coryphée. Je t'ai également affirmé que quiconque préfère un être cher plutôt que sa patrie est pour moi le pire des lâches. Si je laisse nourrir la révolte dans mon propre foyer, alors les étrangers se croiront tout permis. Quand j'ai appris que c'était Antigone qui avait bravé mon édit, ma propre nièce, je n'ai pas tremblé. C'est seulement si j'avais accordé un traitement de faveur à Antigone, du seul fait et de la famille royale, c'est là que je t'aurais trahi, peuple de Thèbes. Je n'ai fait qu'exécuter la sentence que tu as approuvée. Quant aux dieux, parlons-en. Ils me reprochent quelque chose qu'eux-mêmes font à longueur de journée, punir les traîtres. Zeus, laisse-moi, même s'il n'est plus là, laisse-moi te rappeler l'histoire de Sisyphe. Tu l'as considéré comme un traître et tu l'as condamné à l'éternité, à remonter un rocher qui, à chaque fois qu'il avait atteint le sommet de la montagne, redescendait. Et il fallait recommencer. Et que dire d'Ixion, que tu as condamné, que tu as attaché à une roue et condamné à tourner pour l'éternité. Alors Dieu, balayez devant l'Olympe avant de venir me faire des leçons de morale. Et quand vous balayerez devant l'Olympe, Zeus pourra parler à Dike, sa propre fille, qui lui apprendra ce que c'est que la justice des hommes. Je ne rejette pas la religion. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les oracles. Je suis prêt à édicter un droit à la sépulture pour tous. Mais seulement en temps de paix, quand aucun traître ne vient faire mourir vainement des citoyens de Thèbes. Eh oui, je me suis remis en question.
C'est pourquoi, quand Tirésias, puis toi, Coryphée, êtes venu me voir, j'ai révoqué mon édit. J'ai d'abord enterré Polynice, puis j'ai voulu libérer Antigone. Mais l'insouciante s'était déjà suicidée, entraînant avec elle Aimon, mon fils, et Eurydice, ma femme. C'est comme ça que sont morts les deux êtres qui m'étaient le plus chers, par ma faute et en me haïssant. J'ai voulu mourir à ce moment-là. Mais je me suis relevé, plus fort, plus déterminé que jamais à gouverner Thèbes. Et quand tous ces malheurs sont tombés sur moi, et que je t'ai supplié, toi, Coryphée, de me tuer, tu m'en as dissuadé. Pourquoi? Je crois deviner ici ta sagesse, car tu sais qu'il n'y a pas d'autre roi que moi. Cette hécatombe déclenchée par le suicide d'Antigone nous a privés de tous les héritiers légitimes au trône. Sans eux, si vous décidez de me retirer le pouvoir, vous ouvrez la voie à une crise politique, à une bataille sanglante pour le pouvoir. Je dois gouverner, je dois rester au pouvoir. Sinon, qui le fera ? Merci, monsieur Créon, tyran de Thèbes. Oui, je Thèbes, moi non plus. Tout ce qui ne me tue pas peut faire l'objet d'un recours. Ça a l'air d'être votre politique. Et quel est votre programme pour l'année à venir ? Je n'ai pas de programme. Ça serait bien trop populiste. D'autres questions ? Peuple de Thèbes. Est-ce que l'Assemblée du peuple de Thèbes veut réagir à l'intervention de Créon, roi de Thèbes ? Moi. Bien. Qu'est-ce qu'il a ? Je reconnais sa voix. C'est celui qui ne voit pas. Quoi, Tirésias ? Oui, l'aveugle, le devin. Regardez-le à nous. N'hésite pas, monstrueux. D'abord, c'est tout. C'est globes ténébreux. Pourtant, l'on devrait croire en lui, car il est sage et ne laisse planer ni ombre ni nuage. En fait de vérité, de Dieu. Oiseau de mauvais augure, Ou de bonne fortune. lequel sera-t-il des deux ? Apprends-nous qui prend place. Parole t'est donnée. De ténèbres de clarté. Instruis-nous, Tirésias. Vois-tu donc, roi Créon, où te conduit l'orgueil ? Pourquoi t'être obstiné à tuer un homme pour la seconde fois ? Vois à présent le commencement de ces sombres jours. Vois à présent le tranchant de ta fortune s'abattre sur ton règne. Nous voici réunis de nouveau, deux aveugles, l'un et l'autre, mais non pas l'un comme l'autre. Car ta cécité s'est abattue sur l'esprit qui commandait ton sceptre. Et voici que, frappés un à un, tes proches tombent et rejoignent dans l'abîme le défunt Polynice. Tu assumais le sort de la cité. Tu assumais la direction de la cité. Es-tu donc devenu le pire des lâches parce que le sort des êtres chers ne t'était pas indifférent ? Entends, roi Créon, entends à défaut de voir. Entends les cris rituels que l'on pousse dans ta maison sur les morts et les mortes. Entends l'édit royal s'effacer sous les cris, les râles, les soupirs et les pleurs. Je t'avais averti, je t'avais mis en garde de ce que les fumées et les cendres des sacrifices présageaient. Entends les coups sourds
que ton cœur frappe contre ta poitrine. Et te voici atteint de la pire des maladies que tu pouvais redouter, de la peste, de l'imprudence, la faute dans laquelle tu t'es obstiné, te privant de sagesse, de paix et de bonheur. À présent, roi Créon, vois, et ayant entendu, il est temps de répondre. Garde, emmène-moi loin d'ici. Descendre l'Amphijanais sans rien voir, je pense qu'on tient Zeus en fait. Hein. Est-ce que l'Assemblée de Thèbes veut réagir à l'intervention de Tirésias, le devin? Oh non. Quel intrépide soldat pousse vers nous ses pas? Peut-être a-t-il abusé des bienfaits de Dionysos. Lui, ainsi paré d'une armure digne des forges d'Héphaïstos, il est venu nous raconter comment Antigone a été arrêtée. Eh bien, viens devant tous ceux que tu as juré de protéger. Devant ta cité, raconte ce qui est arrivé. Peuple de Thèbes, je connais la vérité. Cela fait en effet maintes années que je sers le roi par mon sang, mon bras et mon cœur. Vous vous égarez tous. Vous écoutez ce vieil aveugle qui prétend parler au nom des dieux. Mais j'ai vu, j'ai tout vu. Après le décret de notre roi, un incident nous a mis dans l'embarras. J'ai dû me présenter une nouvelle fois devant lui, désolé et terrifié à l'idée de la nouvelle que j'allais lui apprendre. Nous avions retrouvé Polynice, recouvert de terre, avec les rites religieux presque accomplis. Mon roi, à juste titre, me renvoya fâché et menaçant de mort, avec une mission, celle de remettre le corps de Polynice dans son état brut, nu, à la portée des oiseaux. Après avoir accompli ce qui me fut ordonné, une grosse tempête éclata, comme si Zeus se déchaînait de tout son être. Lorsqu'elle se calma enfin, nous avons vu. Elle était jeune et concentrée sur sa tâche. Elle effectuait les rites religieux sur ce qui était le corps de son frère. Elle avoua que c'était elle qui avait recouvert le corps de terre la première fois, malgré le décret de notre roi. Tout était délibéré. Et lorsqu'elle vit de nouveau le corps de son frère, dépouillé de ses habits, gisant sur le sol, elle revint pour achever le crime, recommencer les rites religieux. Elle était consciente du mal qu'elle faisait. Je l'emmène donc devant notre roi, et le regardant droit dans les yeux, elle avoua une nouvelle fois la gueuse. Moi, je ne suis qu'un soldat de Thèbes qui respecte l'autorité de mon roi et l'autorité de sa loi. Mes dieux, je les honore, mais mon pays, je le défends contre les menaces extérieures et intérieures. Et aucune considération religieuse ne m'imposera quoi que ce soit quand il s'agit du bien de notre cité et de tous ceux qui y vivent. Vous vous perdez dans ce débat. Vous voulez trop bien penser. Mais ma femme me répète souvent qu'à force de trop réfléchir, on se fait des nœuds au cerveau. Alors je vous entends dans ce débat et je ris. Je ris car si la fille n'était pas la fille de l'ancien roi, vous ne seriez pas là en train de discuter. S'il s'agissait de la fille d'un pêcheur ou d'une esclave, vous n'auriez pas eu ce débat. Mais vous acclameriez notre roi, car vous savez que sa décision était la bonne, dure mais juste. Il en va de sa crédibilité, et nous devons d'être de son côté. Moi, soldat de Thèbes, je n'ai qu'une chose à vous dire. Mieux vaut un seul commandant, même si ce n'est pas le meilleur, plutôt que deux qui se disputent et abattent encore moins de travail.
Je pense que nous avons eu assez d'interventions du Coryphée pour ce soir. Nous avons entendu tous ceux qui voulaient s'exprimer. Nous avons entendu tous ceux qui voulaient s'exprimer. Passons aux plaidoiries des avocats. Voici et commençons par le premier avocat de l'accusation. Ce que le garde eut à dire. Pardonnez-moi, monseigneur, je me dois de vous interrompre. Et voici donc ce que le garde eut à dire. Lui, c'est bien lui, Que discourir. les témoins qui dans ces antécédents vont s'exprimer. Viendra bientôt l'heure pour le délibérer. Mais avant cela, nos amis, vous plaider. L'accusation parlera en premier. Veuillez à la barre et après la défense. L'accusation. C'est mieux car la défense parle toujours en dernier. Et pour descendre Créon dedans la fosse, Ces mots seront les vôtres, Astrae, votre Edemos. Coryphée! En cet instant tragique, je ne sais plus pourquoi Antigone est morte. Peuple de Thèbes, vous avez devant vous un homme dont la parure royale tremble au rythme de ses décisions insensées. Il vous a été conté l'histoire d'un tyran qui a toujours été avide de pouvoir. Un homme qui, non content d'avoir le sort de Thèbes entre ses mains, a eu besoin de souiller la mémoire d'un défunt. Oui, lorsque le spectre de la mort s'est abattu sur les corps de Polynice et Théocle aux portes de la cité, Créon, dans son palais, a été propulsé au rang de roi. Une aubaine pour cet homme qui a tant fantasmé l'idée de dicter sa loi. Mais comment asseoir son autorité alors que l'on vient d'être fraîchement promu roi de Thèbes? Un édit semble être la solution adéquate. Un édit interdisant une sépulture à Polynice, traître à la couronne, qui tentait seulement de revendiquer son droit au trône, comme cela avait été convenu avec son frère, Théocle. Mais Théocle n'était pas un saint, plutôt un affamé de pouvoir, et il semblerait que Créon ait décidé de marcher dans ses pas. Car, peu importe les circonstances particulières encadrant cette histoire, l'homme a appliqué ses lois de façon froide et aveugle. Oui, la colère de Polynice était légitime, et l'édit qui s'en est suivi insensé. Mais quand bien même elle aurait été illégitime, le défunt méritait une sépulture, comme tout citoyen. Tu l'as d'ailleurs remarqué, Créon, puisque tu étais prêt à révoquer ton édit. La privation de sépulture, c'est un manquement à la mémoire du mort, à son intégrité. C'est tuer une seconde fois le corps et laisser son âme naviguer en eau trouble, plus tout à fait sur terre, pas encore installée dans le royaume d'Hadès. Où est la pièce, Créon? La pièce qu'il fallait mettre sur Polynice, afin qu'il puisse payer Charon, traverser le Styx et rejoindre le royaume des morts. Cet homme a violé les rituels sacrés, aveuglé par ses égoïstes convictions. Il a agi comme un enfant capricieux qui ne veut pas lâcher son jouet. Antigone, non seulement a entendu la voix des dieux par-delà les murailles de Thèbes, par-delà les entrailles de sa foi, mais elle était aussi mue par les liens du sang. Car, dites-le-moi, Coryphée, qui parmi vous n'aurait pas retroussé ses manches, gravi les montagnes et bravé les décrets pour donner le repos éternel à l'âme de votre père, votre mère, votre sœur ou votre frère? Et qui parmi vous aurait fait tuer sa nièce, son sang, pour un tel acte? Il l'a fait taire d'une façon immonde et lâche, emmuré dans la caverne d'Hadès, comme pour réduire à silence quiconque oserait élever la voix contre la sienne. Une caverne aux portes de l'enfer, bordée par le silence éternel. Mais tout cela n'a pas atteint la pauvre enfant. Pour Antigone, plutôt mourir que de ne pas honorer les siens. Plutôt mourir qu'abandonner ses convictions. Des convictions divines bafouées par Créon, qui n'écoute rien d'autre que ses propres lois. Mais Coryphée, un roi sourd aux lois divines éternelles, ne peut être qualifié de roi, sinon d'imposteur. Rappelez-vous les paroles sacrées que Tirésias est venu vous proférer. Méfiez-vous de ces aigles noirs repus, maculés du sang de Polynice. Nous devons mettre fin à l'indignité qui n'a d'autre nom que Créon, avant que les dieux ne nous le fassent chèrement payer. Alors oui, Créon, j'entends ta tristesse, je perçois ta souffrance. Finalement, tu
Tu as tout perdu par ta folie des grandeurs. Un fils qui s'éteint volontairement devant toi. Une femme qui rejoint de son propre fait le repos éternel et ton désir que tout cela s'arrête pour les retrouver. Je ne peux pas t'offrir de passerelle pour les rejoindre, mais nous t'offrons ce soir la paix de ta conscience. Nous reprenons ce pouvoir si lourd pour tes fragiles épaules. Tes remords étaient bienvenus, ta proposition de loi charmante, mais trop tard, trop tard. S'il faut que tu sois au pied du mur pour lever les yeux vers les intérêts de ton peuple, s'il faut que des jeunes femmes périssent entre 4 murs par détresse émotionnelle pour que tu sois rongé de doutes, alors tu n'es plus l'homme que nous voulons appeler roi. Tirésias, lève-toi mon ami. Nous remettons à tes yeux divins et à la sagesse de ton âme la tâche de désigner le successeur de Créon. Par cet acte, la malédiction des Labdacides s'éteindra, ainsi que les malheurs qu'elle a engendrés. Mais malgré tout, Coryphée, rappelle-toi la dernière fille de tes rois. Vois ce qu'elle a souffert et par qui? Pour avoir observé, fidèle, la loi des dieux. Le silence même est lourd derrière ces pesants. On t'accable, Créon, et te dit malfaisant. De la tempête en verre. Et du typhon en lettres. Et Hélios, unis en un seul être, tous les éléments se sont abattus pour te précipiter dans le royaume d'Hadès. Ô roi, dessus ton chef trône le lourd charme. L'épée de Damoclès. Sauras-tu échapper à cet annulé? Pourra-t-on te défendre contre vents et marées? À la barre à présent est à la défense, armée non d'un bouclier. Mais d'une grande lance qui est prompte au combat. Tu n'es pas farouche. À la fin de l'envoi, Généralement, elle touche. Faut-il être un tyran? Faut-il être avide de pouvoir pour priver une âme d'accéder aux enfers? Voilà les accusations formulées contre Créon. Mais de quelle âme parle-t-on? Est-ce de Polynice dont vous parlez? Alors laissez-moi vous raconter la teneur de cette âme. La nouvelle qu'Étéocle se maintiendrait au trône entraîne immédiatement Polynice dans une fièvre belliciste. Il écarte d'emblée toute éventuelle réconciliation et décide de se venger, non pas de son frère, mais de sa ville. Souvenez-vous, lorsque Édipe errait aveugle la colonne aux côtés d'Antigone, Polynice est allé réclamer d'Œdipe, son père, qu'il prenne son parti dans cette guerre. Les oracles lui ont alors fait une révélation qui dissuaderait les cœurs les plus froids d'assiéger la ville. Il apprend de la bouche de son père qu'une guerre contre Étéocle, contre Thèbes, ne pourrait finir que par le meurtre mutuel des deux frères. Notez bien, les dieux avaient d'ores et déjà annoncé à Polynice qu'il n'aurait jamais le trône. Antigone elle-même le conjure de renoncer, mais décidé à obtenir vengeance et sachant courir à sa perte, il fait promettre à Antigone de lui donner les rites funéraires après sa mort. Puis, il entreprend de dévaster le sol de sa patrie, insulter les dieux de sa ville, verser le sang des siens et asservir ses concitoyens par la force d'une armée argienne. Étéocle, conseillé par toi, Coryphée, de ne pas combattre, se présente tout de même à la 7e porte de Thèbes, face à Polynice, pour défendre sa cité et ses dieux. On entraîne, on tue, on allume l'incendie. Toute la ville est infectée de fumée. On couvre les cris et on étouffe les morts. Et selon la prédiction des oracles, les deux sont morts. L'un en dévastant la terre de Thèbes, tandis que l'autre combattait vaillamment pour elle. Créon, roi de Thèbes, décide alors de condamner le corps de Polynice à l'ataphos, châtiment suprême réservé aux traîtres, aux parricides, aux matricides et aux fratricides. Le corps du traître doit rester sans sépulture. Celui qui a causé tant de morts en vain doit lui-même être rejeté des morts. Mais Antigone, liée par sa funeste promesse, s'oppose à son oncle. Pas une seule tentative de convaincre Créon de révoquer son édit.
indifférente à la menace dont a été victime sa cité, aveugle à tous ses guerriers entraînés dans une mort injuste, sourde à tout entendement, sa folie ne résonne que pour son frère. Antigone se réclamerait d'une loi supérieure à celle des hommes, une loi divine, mais Créon aussi répond à un devoir moral de sépulture, un devoir selon lequel la patrie se symbolise par la sépulture des guerriers. La sépulture est ce qui rend les morts présents. La patrie se symbolise dans les sépultures des guerriers. Elle est ce qui symboliquement fait de la terre occupée par le peuple celle qu'il a reçue de ses ancêtres. La sépulture est un honneur que donnent les vivants aux morts. Mais quel honneur les habitants de Thèbes doivent-ils à celui qui a tenté d'assiéger leur ville et de les soumettre en esclavage? Créon, garant du salut de la cité, fait entendre que personne ne peut s'en prendre à Thèbes. Il faut qu'il y ait des lois, et la violation de ces lois ne doit pas rester impunie. En déniant aux lois de Thèbes le droit à être respecté, Antigone efface le crime de son frère. Créon, en les maintenant dans leur force, exerce sa fonction légitime de souverain. Mais contrairement à ce qu'on vous a dit, ce faisant, Créon ne s'oppose pas aux dieux et Antigone n'agit pas en leur nom. En effet, Créon le dit lui-même, l'ennemi des lois n'est pas l'ami des dieux. Arès, le dieu des morts et maître des enfers, lui-même ne condamne-t-il pas les traîtres? Et Antigone, de quel don est-elle dépositaire pour connaître la volonté des dieux? Les lois divines qu'elle affirme, ce sont ses lois à elle. Quelle autre lettre de créance peut-elle présenter que sa parole? Le seul et l'unique pouvant parler au nom des dieux et connaître sa volonté est Tirésias. Et souvenez-vous encore, lorsque Tirésias se présente face à Créon et qu'il lui demande de faire grâce à Antigone, quelle est sa réaction? Créon doute, Créon transige et Créon renonce. Mais hélas, l'Ibris impudente, dans un ultime geste d'orgueil, se donne la mort, entraînant avec elle le fils, la femme et le destin de Créon. Alors, je vous le demande à vous, assemblée des sages, lequel d'Antigone ou de Créon faut-il blâmer? Honorable membre du comité, jusqu'au bout, vous avez fait l'effort de tout dire. Bien avant l'heure de choisir. Mais gardez ceci à l'esprit. Ce vote ne concerne pas que notre temps. Il concerne celui de nos petits-enfants, de leurs petits-enfants et de nos blancs descendants. Car un jour eux aussi devront choisir entre la loi de leur roi ou celle de leur Dieu. Alors ils seront mettre en notre sagesse, celle de leurs aïeux. Citoyens de Thèbes, si la poussière des eaux finit par disparaître, l'anti-sagesse perdure à travers l'histoire et résonne à travers les faux de temps. Alors, votez en votre âme et conscience, et surtout, votez pour que le futur de notre cité soit rempli de fierté en évoquant son glorieux passé. « 20h52, jeudi 4 octobre 2018. En effet, les temps ont passé, mais nous continuons à parler d'Antigone. Pourquoi continuons-nous? Parce que cette question est toujours d'actualité, et elle le sera en tout temps. Que devons-nous respecter en premier? La loi de notre cité ou la loi de notre cœur, ou la loi naturelle? Lequel du droit naturel ou du droit positif doit prévaloir? C'est maintenant, en 2018, que se passent les choses et qu'un couple d'avocats va désormais disserter sur la question. En premier lieu, défenseur du droit naturel, il porte le nom du fils de Créon et pourtant ne l'est pas, Monsieur Marc-David Aymon. Chère Assemblée, ainsi tu as osé passer outre mes lois. Ces paroles
désormais si célèbres, ont été prononcées il y a plus de 2400 ans par l'une des premières autorités politiques dotées d'une souveraineté étatique que l'humanité ait connue. Et pourtant, elles ont encore aujourd'hui une résonance toute particulière. D'autres législateurs se sont succédés depuis et ont prononcé les mêmes invectives à notre égard, avec la même colère, la même haine, le même dégoût viscéral pour toute forme d'esprit critique, de désobéissance, d'insoumission venant des peuples. Oui, citoyens, ces mots ne nous sont pas inconnus, ils résonnent encore. Lorsque les cieux de l'histoire s'obscurcissent, que les eaux tumultueuses de l'humanité s'agitent et laissent les vents dévastateurs de la folie des hommes souffler sur le vaisseau malmené des peuples en quête de liberté et de bonheur commun, l'État législateur, cet État si prompt aux bonnes paroles et si bienveillant de prime abord, se transforme épisodiquement en Léviathan, le plus froid des monstres froids, qui ment froidement à la face du monde, et voici le mensonge qui rampe froidement hors de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Ainsi, tu as osé passer outre mes lois ? C'est ce que nous disons à chaque fois à toutes celles et ceux qui résistent et bravent nos lois injustes, oppressantes et opprimantes, faisant du droit l'instrument du pouvoir politique, le velours pourpre qui déguiserait ce glaive avide de puissance lorsqu'il s'apprête à sortir de son fourreau. L'état de droit devenant l'état d'exception permanente. Et Cicéron le disait si bien, lorsque les glaives sortent, les lois se taisent. Ainsi, tu as osé passer outre mes lois ? C'est ce que nous avons dit aux 66 000 résistants français déportés entre 1941 et 1945 par les nazis et tous ceux qui exécutèrent leurs ordres sans broncher, par respect de la loi. C'est ce que nous avons dit à tous ces hommes et toutes ces femmes qu'on appela un jour juste parmi les nations. Tous ces anonymes qui agissaient sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France, toutes ces petites lumières qui par milliers refusèrent de s'éteindre en sauvant des juifs persécutés, condamnés à suivre les chemins des camps de la mort, chemins tracés par nos lois, par nos textes et édictés par notre législateur de l'époque. Le petit nom savant de ces textes ? Droit positif. Ou comment ne pas poser de questions quand on marche au son des bottes sur un pavé de bonnes intentions. Ainsi, tu as osé passer outre mes lois ? C'est ce que nous avons dit aux 40 000 Français accusés de conspiration vers les lois de la République, condamnés à voir leur tête rouler dans le sang boueux de la terreur et de son chef, Robespierre. Ainsi, tu as osé passer outre à mes lois. C'est ce que nous avons également entendu dire à toutes celles et ceux qui ont refusé et bravé pacifiquement les lois ségrégationnistes et raciales des législateurs américains et sud-africains du siècle dernier. Et la liste de tous ces excès liberticides, elle est encore bien longue, hélas. Alors je vous pose la question aujourd'hui, comment éviter que le pire n'arrive à nos enfants ? Sur quel fondement faire reposer notre héritage et notre droit, structure bienveillante de nos sociétés humaines ? Une seule réponse, mes chers amis, le droit naturel. Ce même droit qui nous permit de juger en 1946 ceux-là même qui ont fait des lois, les fameuses lois anti-juives. Ce droit qu'Aristote appelait loi commune à tous les hommes, loi qui n'est ni d'aujourd'hui ni d'hier, éternelle et dont personne ne connaît l'origine. Ce droit que Cicéron appelait la droite raison, conforme à la nature, universelle, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir et les prohibitions éloignent du mal. Ce droit que l'homme ne peut méconnaître sans se fuir lui-même, sans renier sa propre nature. Ce droit que saint Thomas appelait lumière de notre raison naturelle, nous faisant discerner ce qui est bien et ce qui est mal, cette impression en nous de la lumière divine. Eh bien, cette flamme de justice, elle brûle en notre fort intérieur, cette lueur d'espoir, elle est présente à chacun de nous, c'est elle qui assure la conservation humaine et tout ce qui empêche le contraire de cette vie. Dans ce droit indispensable à l'homme, on y trouve le droit à la vie, le droit à la sécurité, à la sûreté, le droit à la propriété, la liberté de prendre en main son corps, sa vie, sa destinée, sans porter atteinte à celle des autres, la liberté de rechercher son bonheur. Et la déclaration humaine des droits de l'homme et du citoyen en est la plus parfaite démonstration. Un droit naturel en action, d'essence divine certes, mais fait par l'homme et pour les hommes.
C'est de notre devoir de ne jamais nous en écarter, de veiller à son respect à travers les siècles. Si le prince bafoue vos libertés, reprenez-lui le pouvoir que vous lui avez souverainement confié. Battez-vous, insurgez-vous pour cette conception innée et intime que nous avons tous de la justice et de l'équité. Soyez à jamais dans les pas de cette Antigone, guidant la route des peuples qui aspirent à disposer d'eux-mêmes. Parce qu'au milieu de toutes ces faces noircies par la résignation et l'abandon, au milieu des eaux tumultueuses de l'histoire, des guerres, des épopées, des régimes qui sombrent, des tyrans qui s'élèvent et qui tombent, au milieu de toutes ces Tyrs et de toutes ces Sodomes, la première des femmes libres, à bonnet phrygien, ce fut Antigone. Une véritable ovation pour vous, Monsieur Aymon. Merci pour cette petite leçon d'histoire qui nous montre à quel point notre droit constitutionnel à la résistance à l'oppression est primordial. L'oppression, c'est l'oppresseur, c'est souvent le dirigeant. Le prochain orateur connaît ce rôle, lui qui a été président de Révolte-toi Descartes, lui qui est désormais président de Polymnia. Il est aussi bref que Pépin, mais bien plus proche du roi Soleil. Je vous prie d'accueillir Monsieur Nathan Bonnet. Mesdames et messieurs, ce soir j'ai longuement écouté la plaidoirie de mon confrère et je vous l'avoue, j'ai fait un effort complexe pour essayer de comprendre où il voulait en venir et j'ai réalisé que, tout comme ses croyances, il n'y avait aucune base. Car quand on réfléchit véritablement, on réalise qu'il n'y a pas de véritable définition du droit naturel, surtout avec du recul, car personne n'édicte réellement le droit naturel, personne n'a les compétences pour le faire respecter, car personne n'a les mêmes règles du droit naturel. Le droit coranique, biblique, humaniste, et j'en passe. Je reconnais qu'il y a des prêcheurs de leurs croyances, mais au final, c'est juste de l'instrumentalisation. Pour croire en un droit naturel, il faudrait sélectionner celui qui serait le plus juste. Et je vous souhaite à tous bien du courage pour le découvrir. Ce soir, je me fais porte-parole du rationalisme et je le dis à tous les justes naturalistes dans la salle. Vous ne vous rendez pas compte des implications de votre position, car le débat est important. Que dis-je? Il est essentiel, car il n'est que le reflet philosophico-juridique de la plus grande question de l'humanité, de l'existence et de l'origine d'une entité divine. Car être partisan du droit naturel, c'est reconnaître que la notion même de droit précède les premières sociétés humaines. Or, comme il ne peut y avoir de société humaine sans droit, il ne peut y avoir de droit sans société humaine. Et dans un lointain futur, peut-être nous découvrirons que ce principe s'applique aux autres espèces intelligentes de l'univers. Il n'y a rien de plus hypocrite que d'être partisan du droit naturel, car ce droit, même s'il existe, ne peut s'appliquer qu'aux hommes, que par le biais du droit positif. Ce n'est qu'une élucubration pour tenter de légitimer l'origine de pseudo-principes. Le droit naturel dépend entièrement de l'adoption et de la bonne application du droit positif. Ainsi, la notion même de droit est positiviste. Je vais tous vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Goethe écrit « Mieux vaut une injustice qu'un désordre ». En clair, il vaut mieux un droit positif, même injuste, qu'un droit naturel impalpable et désordonné. Et je vais vous dire la différence, la véritable différence entre le droit positif et le droit naturel. Si le droit naturel autorise moralement deux personnes à se tenir main dans la main et de pouvoir batifoler à leur guise, le droit positif permet une action concrète, sociale et inégalable. Unir deux individus, indifféremment de leur sexe par les liens du mariage. Je préfère laisser au droit naturel les histoires trop fleurs bleues à mon goût et parler de sujets sérieux qui ont un impact que seul le droit positif permet.
Pensez-y, le droit positif, c'est aussi la loi Veil qui permet l'IVG, qui permet à chacune de vous, mesdames, d'être la seule à disposer de votre corps. La loi Bandater qui a aboli la peine de mort, et même plus loin en arrière, allons plus loin. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, issue certes de principes juste naturalistes, mais qui n'a pu être adoptée et appliquée seulement en faisant un texte de droit positif. Cette DDHC dont nous sommes si fiers, qui l'échangerait contre un régime s'appuyant sur du naturel? Qui dans cette salle réalise des dérives qu'il peut y avoir dans un pays soumis au droit naturel? Ne vous y trompez pas, les préceptes religieux, c'est du droit naturel. Mais comme l'uniforme à l'école, il est démodé. Le droit naturel est personnel. Si vous êtes croyant, soyez-le chez vous, dans un lieu de culte. Mais quand vous sortez de chez vous, vous êtes dans le monde des hommes. Et le monde des hommes impose une chose, le respect des autres. Ces pays, ce sont des pays d'oppression que nous condamnons fermement, qui appliquent le même droit qui a poussé des individus à assassiner des personnes le 15 novembre dans les rues de Paris au Bataclan. Le droit positif a prouvé ses vertus. On sait qu'il l'a écrit et on sait pourquoi, par son histoire, ils ont dû établir ces règles. Elle est basée sur des règles incontournables, celles de la science. Et croyez, personne ne vous jugera pour vos croyances, moi le premier. Mais le soir, quand je suis seul devant ma glace, je suis terriblement fier d'être un homme de science, terriblement fier d'être le précepte de grands hommes comme Galilée, Copernic, Watt ou encore Darwin. Alors, pour en revenir au débat, mais non, c'est faux. Avant d'en revenir au débat, j'aimerais en revenir sur le droit naturel, car je n'y ai pas fini. Le seul véritable droit naturel, c'est le droit de la nature. Ce sont les forts qui tuent les faibles. Et je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne voudrait voir ce droit s'appliquer. Dans une société moderne et évoluée, qui a su s'affranchir de la cruauté de la loi de la nature, le droit est le seul à être rationnel, c'est-à-dire pensé par l'esprit humain, pour régir des humains, de façon à trouver l'équilibre entre liberté et sécurité. Pour être rationnel, il faut être positiviste, surtout lorsqu'il s'agit d'un état de droit. Alors, faut-il destituer le roi Créon? Ce soir, je pense que l'histoire nous a démontré qu'Antigone avait tort et que le véritable héros de l'histoire qu'a écrite Sophocle, c'est bien Créon. C'est bien Créon, le précepte de grands mouvements de pensée. Et ce sont des mots forts, mais c'est Créon, le véritable rebelle. Lui, qui s'est imposé seul face à une réalité abstraite. Il a imposé le droit positif à Thèbes et il a rompu avec le droit religieux. Alors ce soir, si vous estimez que prendre du recul sur son temps est un défaut, vous condamnez ce soir tous les visionnaires de toutes les époques. Merci, Monsieur Bonnet. Nous avons eu un positiviste, nous avons eu un juste naturaliste, mais ce que nous avons eu surtout, c'est un sarkozyste et un mélenchoniste. Le populisme du riche. Le populisme du pauvre d'un côté, le populisme du riche de l'autre. Merci d'avoir créé ce pot pourri entre droit naturel et droit positif. Démerdez-vous. C'est à vous de vous en sortir. Maintenant, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pu faire en sorte que ce procès ait lieu. C'est d'abord la faculté de droit Paris Descartes, les 4 membres du jury évidemment, la clinique juridique, Monsieur Matet, Madame Anglade, Madame Le Doyen évidemment. C'est également le BDE qui nous a soutenus pour pouvoir faire ce procès. C'est aussi et avant tout les équipes de Révolte-toi Descartes et de Polymnia, première start-up d'éloquence créée par des étudiants de la faculté et qui est destinée à faire sortir justement cette éloquence du cercle universitaire, du cercle du droit. C'est pour ça que nous avons envie avec Polymnia
de faire partager d'autres gens. Et je crois qu'ici, dans cette salle, il y a des malacophios, des malacopiotes qui... non, pas de rire s'il vous plaît, c'est bon, c'est un nom de ville, très bien. Nous avons d'autres gens que des universitaires, et c'est ça qui est bien, parce que l'éloquence finalement c'est un art de vivre, c'est un art de bien parler, c'est le développement des sens, c'est le bien regarder, le bien entendre, le bien se positionner, et c'est le bien écouter surtout. Alors finalement, ce soir, j'espère que vous avez passé un très bon procès. Je vais inviter les membres du jury à délibérer et vous, bien entendu, à voter. J'espère que vous avez vos petits papiers car les gardes passent actuellement dans la salle pour les récolter. Bien faire un peu silence. Le jury, après en avoir délibéré, ça fait bien, hein ? Le jury, après en avoir délibéré sur la question « Faut-il préférer le droit naturel au droit positif ?», a décidé de donner sa préférence, mais de très peu, parce que c'était vraiment très juste. Les orateurs étaient tous d'une grande qualité. Nous avons apprécié à la fois la poésie... Quoi, vous voulez le résultat ? Non. Alors je continue. Nous avons apprécié à la fois la poésie, la grande éloquence parfaitement maîtrisée de tous les orateurs, vraiment la construction d'une argumentation qui était vraiment une très belle argumentation. Et donc nous avons préféré, mais je vous dis à nouveau c'était vraiment très juste, hein, c'était de peu que la décision a été emportée par une des deux opinions. Je vais vous dire laquelle dans un instant. Pour ce qui est de choisir le droit naturel ou le droit positif, mais vraiment de très peu, j'hésite presque encore en réalité, finalement, d'une certaine façon. C'est vraiment joué à pas grand-chose. Nous avons donné notre préférence au droit naturel. Avant de donner la parole à chacun des membres du jury pour une très brève intervention, pour dire à quel point tout était très bien, pour respecter les consignes de timing de l'équipe d'organisation, je ferai simplement une petite remarque générale. C'est vrai que entre le droit positif et le droit naturel, si on écoute bien les oracles, la prophétie quand même c'était un peu écrit, le coryphée avait dit de surtout ne pas les combattre, on a quand même l'impression que ce soit les dieux, le droit naturel ou la démocratie, tout le monde allait dans le même sens. Le problème dans toute cette histoire, c'est l'être humain. Bon. Le droit n'y est peut-être pas pour grand-chose, mais l'être humain étant ce qu'il est, il y aura peut-être encore malheureusement des Antigones, il y aura encore des Créons de couleur, il y aura tout ce qui fait notre humanité. Et pour revenir à la question de ce soir et donner une petite appréciation très brève sur ce que nous avons vécu en tant que membre du jury, je vais donner la parole donc à chacun. Alors, un grand merci à vous tous ce soir et vraiment un grand bravo. On savait qu'on avait des champions de France du débat d'éloquence, mais ce soir, je ne sais pas si c'était encore nécessaire, mais on a vu combien vous êtes absolument merveilleux. Donc, un grand bravo à vous tous. Vous avez su nous donner un vrai spectacle avec une érudition
absolument exceptionnel. Vous avez su aussi nous faire vibrer avec beaucoup d'émotions. C'est vrai, et on l'a vu et on le savait, mais vous avez montré ce soir combien vous avez une fougue particulière et exceptionnelle, combien aussi vous avez une éloquence, bien sûr que vous travaillez, mais néanmoins tout à fait naturelle. Donc bravo vraiment à tous. Et puis ce qu'il y a d'exceptionnel aussi dans ces soirées, je trouve, c'est la solidarité entre vous tous. Et là, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Je dois vous avouer qu'en plus de savoir que vous avez l'esprit d'entreprise et que vous avez su créer, et à ma connaissance, c'est la première en France, cette start-up d'éloquence, vous méritez tout particulièrement d'être félicité. J'espère que vous aurez l'occasion dans un grand nombre d'enceintes de montrer votre talent, parce que on l'a vu ce soir, vous en avez vraiment beaucoup et nous on est très fiers de vous, donc bravo. Je ne peux que m'associer aux félicitations de Nicolas Maté et de Madame la doyenne pour le spectacle. Je vous remercie de m'avoir associé à ce procès de Créon. Je n'ai pas le droit de trahir le secret du délibéré, mais peut-être que si c'était serré, il y a des raisons, mais j'en dis pas plus. Je me suis quand même demandé si, au fond, Créon et Antigone s'étaient pas un peu trompés de procès, ou s'ils n'avaient pas un peu mélangé deux procès. Au fond, c'est une histoire de sépulture au début, et on comprend bien pourquoi on nous parle des dieux, pourquoi on nous parle du droit naturel, pourquoi on nous parle du droit divin. Mais il y a la cité aussi, et la cité ne légifère pas que sur les sépultures ou sur les funérailles, elle légifère sur plein d'autres choses. Et peut-être qu'en mélangeant un petit peu tout cela, Créon lui-même s'est perdu, Antigone elle-même s'est perdue dans des histoires qui ne les regardaient pas vraiment. Et dommage pour eux. Mais ça aurait pu peut-être se terminer plus pacifiquement. En réalité, je trouve que ça s'est terminé pacifiquement, puisqu'ils ont tous trouvé le repos éternel. Alors je crois que pour m'associer, je vais le faire dans le désespoir. Je me rends compte que je viens de perdre mon emploi, que je vais probablement faire une petite annonce pour que certains d'entre vous viennent me remplacer pour votre éloquence et attirer plus d'étudiants dans mes cours. Voilà qui est donc, je sais qui, voilà, je vais être, voilà, je vais être remplacé, très bien. Vraiment, j'ai trouvé ça formidable, formidable de talent et de travail, comme dirait Brassens, sans travail, un talent n'est qu'une sale manie, et effectivement du talent, du travail personnel et de groupe, et je trouve ça remarquable, et je vous en remercie pour cette très bonne soirée que j'ai passée en assistant à votre prestation. Merci beaucoup. Une dépêche vient de tomber. Dans cette histoire qui est une histoire de famille, la famille contre l'État, l'État contre la famille. Bon, d'accord, une famille assez dysfonctionnelle, hein, du genre à être digne d'un film d'un indépendant new-yorkais des années 90. Dépêche qui nous apprend que le coryphée, c'est-à-dire vous savez pas encore ce que vous avez fait, hein. C'est dur ça, moi je sais. Mais avant, je vais m'associer à mes collègues
pour vous dire que c'est pas tous les soirs, effectivement, que des enseignants peuvent exprimer leur sincère admiration à l'égard, et le mot n'est pas faible, hein, j'ai bien réfléchi, j'ai même réfléchi à comment ça s'écrivait, etc. Je sais très bien ce que je dis, mais ce n'est pas tous les soirs, ni tous les matins qu'un enseignant ou qu'un groupe d'enseignants exprime ainsi son admiration à l'égard de ce que font les étudiants, de ce que sont les étudiants, et en grande partie aussi non pas grâce à nous, mais indépendamment de nous, et c'est vraiment un très grand plaisir de pouvoir exprimer un sentiment qui est pas commun. Voilà. Donc merci à vous. Et je vous donne donc ce qui vient de tomber sur les téléscripteurs de Thèbes. Créons. Comment je le dis sur le vote de la destitution de Créon, 192 voix se sont exprimées dans un sens et 132 voix dans un autre sens. 192 voix se sont prononcées en faveur de la destitution de Créon. Ça ne fera pas revenir Antigone. Merci à vous tous, merci à Révolte-toi Descartes, Apollinia, merci à vous tous qui avez franchi le Styx de ce périphérique qui nous sépare de Paris, conduit par Chiron, conducteur de la ligne 13. Que les dieux et les vents vous soient favorables et rentrez bien. Et à une prochaine fois.